Bonjour Ludie. Bonjour Alex. Comment ça va en ce lendemain d'inéligibilité de Marine Le Pen? Mais ça va bien, on prend. Enfin une bonne nouvelle, en tout cas une semi-bonne nouvelle, ça dépend de quelle partie de la gauche vous faites partie. T'as décidé de commencer simple aujourd'hui. Non mais je viens de regarder une vidéo d'Anas Kazib où il expliquait pourquoi il était semi-content, c'est pour ça. Donc C'est pour ça. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève du document. Aujourd'hui, on va analyser le film Shut Up and Sing de Barbara Kopple. Oui, grande réalisatrice américaine, malheureusement un peu trop méconnue. D'ailleurs j'ai lu tout un livre sur le cinéma direct pour préparer cet épisode et elle n'est nommée qu'une fois. Ah bon? Alors qu'elle a quand même 2 Oscars pour 2 films en cinéma direct. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de sexisme? Peut-être. T'exagères. Oh, tout de suite, le direct, sexisme. on monte sur ses grands chevaux. Pas parce que le bouquin est écrit par 3 mecs que c'est du sexisme. Moi, franchement, il n'y a rien de... Ouais. Tu sais quoi, je vais introduire le film et on va voir si par hasard le sexisme existe un petit peu dans cette société américaine. On va parler de sexisme aujourd'hui. Je sais pas, peut-être. Qui sait? Bon, alors, c'est parti. En 2003, le groupe de musique country The Dixie Chicks est, pardonnez mon anglicisme, On the Top of the World. Composé dans la chanteuse Natalie Maines et des sœurs Marlee Maguire et Emily Robinson, The Dixie Chicks sont déjà lauréates de 7 Grammy Awards et sont le groupe nord-américain le plus écouté et le plus vendu. Top of the World, c'est d'ailleurs le nom de la tournée internationale que les 3 musiciennes s'apprêtent à lancer. Premier arrêt, Londres. Au milieu du concert, Nathalie, donc la chanteuse, s'autorise une blague, dit-elle, un commentaire pour attirer des applaudissements. Just so you know, we're on the good side with you all. We do not want this war, this violence, and we're ashamed that the President of the United States is from Texas. Autrement dit, nous sommes du bon côté, comme vous tous. Nous ne voulons pas de cette guerre, pas de cette violence. Nous avons honte que le président américain vienne du Texas. Le dit président vient d'annoncer que les États-Unis vont envahir l'Irak. Le commentaire de Nathalie ne passe pas inaperçu, loin de là, et les répercussions ne se font pas attendre. Des foules de patriotes, indignés par l'hypocrisie de la chanteuse, jettent le CD du groupe. On manifeste devant leur concert, les radios commencent à les boycotter, les médias s'en emparent, attisant le feu du sexisme et de l'indignation dans une colère toute extrême droitisée. Une menace de mort est même envoyée à Nathalie. 3 ans plus tard, les Dixie Chicks, appelés aujourd'hui les Chicks, on y reviendra, écrivent leur nouvel album, Taking the Long Way, un album qu'elles considèrent comme leur comeback, leur opportunité pour revenir sur ce qu'elles ont vécu, un moment charnière de leur carrière pour définir le genre d'artiste qu'elles veulent être. La création de l'album est captée par les réalisatrices Barbara Kopple et Cecilia Peck. Barbara Kopple, c'est aussi une cinéaste importante du documentaire direct ou du cinéma dit de vérité. Elle a d'ailleurs 2 Oscars. Et elle accompagne les Dixie Chicks dans cette étape de leur vie. Le film alterne entre des images d'archives de la tournée de 2003 et des médias de l'époque, ainsi qu'avec les propres captations documentaires de Barbara et Cecilia, qui délivrent donc Shut Up and Sing, une œuvre observant avec précision l'alliance stratégique du groupe entre la musique, la politique et le business, une alliance qui compose par ailleurs ce qu'on appelle communément l'industrie du divertissement américain. J'ai bossé, beau programme. On pourrait commencer par introduire quelque peu... ces 2 réalisatrices, donc comme tu l'as dit, Barbara Kopple, c'est une réalisatrice très importante du cinéma direct américain qui a gagné donc 2 Oscars respectivement pour son 2e et 4e film, donc Harlan County USA et American Dream, qui sont 2 films sur des grèves ouvrières. Aujourd'hui, elle a plus de 30 films à son actif, dont quelques films de fiction qui n'ont pas l'air très bien, malheureusement. On parle sans savoir, on ne les a pas vus. Il y a une rom-com sur des bourgeoises qui découvrent les bas-fonds, des guillemets, de Los Angeles, et en fait, c'est juste des latinos qui font du rap. Bon, ça n'a pas l'air terrible. Sacré bas-fond. Et Cecilia Peck, elle, c'est son premier film en tant que réalisatrice, mais elle était actrice et productrice avant ça, et son premier film en tant que productrice, c'était un film sur... C'était un documentaire sur son père, Gregory Peck, Conversation with Gregory Peck, réalisé par nul autre que Barbara Kopple. Donc je pense que c'est là qu'elles se sont rencontrées. Et Barbara Kopple, intéressant, elle a réalisé un film avec Sarah Dosa, réalisatrice de Fire of Love, dont on avait fait un épisode dessus, sur le lien entre Johnny Cash et justement la politique, et je crois à l'époque c'était Reagan notamment.
Donc encore une fois, le lien entre le rock et la politique, que je n'ai pas vu pour cet épisode, mais qui pourrait être intéressant à regarder, qui est disponible sur Netflix. Merci pour cette introduction à mon introduction. De rien. Et pour revenir rapidement sur le début du film, ce qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'elle fait cette phrase qu'elle dit, ce qu'elle appellera par suite une blague. Nathalie, tu dis la chanteuse. Oui, c'est qu'on est juste après le moment où Powell annonce à l'ONU que les États-Unis vont envahir l'Irak, que la France, sous de Villepin, oppose son veto, et qu'il y a une manifestation de plus d'1 million de personnes à Londres juste avant le concert. Et c'est pour ça qu'elle dit on est avec vous, c'est parce qu'elle répond aussi aux manifestants à Londres. Donc il y a aussi en fait tout simplement un effet d'entraînement. C'est donc elle profite en fait de cette énergie contestataire, je pense, pour faire ce commentaire-là. Oui, absolument. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et pour les Chicks, ce que tu disais, juste faire le petit aparté maintenant, c'est que oui, à l'époque, en 2003-2006, elles s'appellent les Dixie Chicks, et juste avant, toute leur période avant, jusqu'à cet endroit-là, et elles vont changer de nom en 2020, suite au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, parce que Dixie, c'était un nom qu'on donnait aux États confédérés du sud des États-Unis, donc l'Amérique esclavagiste, et notamment il y avait j'ai vu un passage où elle dit que ce qui les aura fait vraiment choquer, c'est quand le drapeau confédéré, les gens l'appelaient le Dixie Swastika, donc c'est là elles se sont dit peut-être qu'on a mal choisi. Peut-être qu'on ne veut pas s'associer à ce terme-là, et puis elle disait on était jeunes à l'époque quand on a choisi ce terme, et puis il est resté tout le long de notre carrière, donc elles ont changé pour s'appeler tout simplement The Chicks, notamment pour leur non, c'était déjà Taylor Swift qu'ils ont fait un petit duo avec Taylor Swift. Absolument. C'était juste avant. Je sais pas si on peut dire un duo si c'est 4 personnes. Oui. Taylor Swift vs The Chicks. Okay. En tout cas, peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer pourquoi on a choisi de parler de ce film, parce qu'en soi, c'est pas un film d'actualité. Il est sorti du coup en 2006 ou 2007. Donc pourquoi ce choix ? Est-ce que tu veux expliquer un peu ? Vas-y, t'as l'air bien lancé. J'ai l'air bien lancé. Bon, déjà parce que moi, je connaissais pas du tout Barbara Kopple et que ça nous plaisait bien aussi de parler d'une cinéaste américaine qui passe peut-être un peu plus sous les radars pour les gens qui s'intéressent aux documentaires. Et ensuite, pour le sujet aussi, ça nous intéressait parce qu'aujourd'hui, toute forme de liberté est quand même vachement menacée aux États-Unis et que ce qui est arrivé aux Chicks nous paraissait, sans avoir vu le film, être symptomatique ou représenter assez bien ce qui se passait aujourd'hui de manière encore plus aggravée. Et qui fait d'ailleurs, on va y revenir, mais qu'on a eu un premier visionnement du film un petit peu biaisé, parce qu'en tout cas moi j'avais entendu parler de cette histoire notamment dans un documentaire sur Taylor Swift qui parlait des Dixie Chicks ou des Chicks, et donc je m'attendais à voir la politisation d'un groupe de musique, parce que c'est comme ça que Taylor Swift d'ailleurs en parlait. Elle disait qu'elle avait peur de se politiser parce qu'elle avait vu ce qui s'était passé à ses chanteuses. Donc moi je m'attendais à voir ça, à voir vraiment une politisation radicale de trois musiciennes, et c'est pas exactement ça qu'on voit dans le film. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et oui, c'est vrai que moi aussi, ça a été une semi-déception la première fois que j'ai vu le film, de voir que le film traite pas tant, en fait, de cette position politique. Là, en tout cas, il en parle, mais c'est pas le sujet principal du film. Et en le revoyant pour le podcast, que ça m'est apparu que Barbara Kopple, en fait... même si elle se positionne dès le début en faveur des Chicks, elle fait le film pour les soutenir et aussi pour dénoncer toute la campagne de harcèlement qu'elles subissent, les attaques contre la liberté d'expression dans le film aussi qui sont exprimées, parce qu'elle est effarée aussi de voir à quel point le Parti républicain s'empare de ce commentaire relativement assez mou finalement, qui est juste de « on est contre l'invasion en Irak ». Dans le contexte de la country, c'est un sacré statement. Mais en fait, elle a, malgré le fait qu'elle soit entièrement militante, on pourrait dire même du côté des Chicks, elle a réussi à trouver un angle qui est celui de l'articulation en fait, entre position politique et économique. Et finalement, elle est beaucoup moins complaisante qu'on pourrait le croire avec ces artistes-là, tout en leur apportant leur soutien. Elle vient aussi filmer beaucoup de contradictions, ou en tout cas des débats qui se passent à l'interne, dû à leur position sociale de riches en fait, et de musiciennes aux États-Unis. Oui, et on peut commencer peut-être en donnant un exemple de ça. Donc pour décrire un peu grossièrement comment le film se construit, c'est des allers-retours entre 2003, 2004 et 2006, je pense. Donc la création de leur nouvel album Taking the Long Way, la tournée qu'elles ont fait en 2003. Et donc on a un peu des allers-retours, mais quand même
dans une idée de regarder principalement l'impact qu'a eu le commentaire de Nathalie sur leur carrière, sur la création de cet album. Et en fait, une des choses qu'on voit, donc on commence quand même assez rapidement par ce commentaire, il est tout au début du film, et une des premières scènes qu'on voit après ça quand même, c'est une discussion entre les Chicks et leur manager qui discutent de l'impact de ce commentaire. Et on a la réaction très à chaud une fois sorti du concert avec l'idée que peut-être que ça va créer une polémique, et le manager s'en réjouit d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. Il dit imaginez si on avait une polémique, ce serait super, non imaginez les gens jettent vos CD, ce serait chouette. Donc il est plutôt content. Puis on a une deuxième scène où ils sont un petit peu moins contents parce que les Chicks réalisent que les radios commencent à les boycotter et qu'elles sont en train de leur single est tombé dans le top des singles et qu'elles sont en train de perdre de l'argent. Je crois qu'elle passe de numéro 1 à numéro 40 en quelques jours, voire semaines, rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le début de la polémique qui enfle, et rapidement, elle vient l'articuler à des problèmes économiques. Plus que d'un point de vue personnel, plus que d'un point de vue même politique, social, des commentaires qu'elle pourrait recevoir. Il y en a quelques-uns. Et la première fois que vraiment la polémique est adressée dans le film, c'est une réunion avec un des représentants, on comprend pas trop exactement qui il est, mais il est un représentant de Lipton, parce qu'elles ont un partenariat avec Lipton. Exactement. Qui soutient leur tournée. Avec une scène extraordinaire. Au tout début, ils essayent de justifier. Il faut juste une petite phrase de marketeur de Lipton, c'est comme les Chicks, c'est audacieux, je sais plus quoi. C'est audacieux dans la tradition, et c'est pour ça que nous nous associons à elle. C'est vraiment magnifique comme phrase. Et donc il y a ce gars de Lipton là, et la première discussion vraiment qu'ils ont, c'est est-ce que Lipton va continuer à soutenir la tournée ? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer la tournée si Lipton n'est plus là ? Donc c'est vraiment des enjeux économiques, matériels, de financement, de l'argent, mais aussi pour elles, est-ce qu'elles vont continuer à gagner de l'argent ? Donc c'est vraiment ça qui est très rapidement mis de l'avant par Barbara Koppel et Cecilia Peck. Oui, et c'est ça que je voulais dire avec ces deux scènes, c'est de voir que dès le début, même dans la réaction à chaud, on a déjà une petite pensée stratégie marketing, avec le manager qui dit imaginez si on a une polémique, ça va faire parler de nous, c'est chouette. Et qu'on va d'ailleurs voir tout au long du film, et en fait c'est pour ça que la première fois on est un peu surpris, parce qu'en fait c'est totalement indissociable de l'événement. La pensée, c'est tellement intégré en elles, cette idée de faire de l'argent, parce qu'elles font partie intégrante de l'industrie du divertissement, que c'est indissociable de leur frustration, parce que ce qu'elles sont en train de subir, c'est une injustice. C'est très difficile pour elles de démêler les deux. Et d'ailleurs, à un moment aussi, une scène qui est absurde la première fois que tu le vois et que tu le regardes pas, comme en fait ce qu'on voit principalement dans le film, c'est une stratégie de damage control. Ça n'est pas une politisation, ou en tout cas pas autant que ce qu'on s'y attendait de chanteuses. Donc il y a une scène où elles sortent d'un concert qui était un stade rempli, et une des musiciennes est en train de pleurer parce qu'elle dit mais est-ce qu'on va jamais faire aussi bien que ça ? Est-ce que ça c'est le pic de notre carrière, et à partir de ça, à cause de cette polémique maintenant, on va tomber ? Et quand tu regardes ça, tu te dis, mais enfin, je veux dire, tu viens de chanter devant un stade entier, sois contente, non ? Et c'est là où tu vois qu'il y a quand même une idée très capitaliste finalement de vouloir toujours faire plus, d'aller toujours dans l'accumulation, le plus de richesses, le plus de gens, le plus de CD qu'on vend, et que c'est totalement indissociable des affects qu'elles ressentent par rapport à ce qui se passe et la polémique qui suit la phrase de Nathalie. Au moment où la polémique éclate, elles viennent de chanter l'hymne national au Super Bowl, ce qui est quand même c'est pas n'importe qui fait ça aux États-Unis. Et avec une scène incroyable aussi où on voit des spectateurs en train de crier USA, USA. Et je sais pas, c'est un peu lunaire. Ce qui montre en fait déjà le problème entre le patriotisme, la politique, l'économie dans lequel elles sont imbriquées, et qui est, je pense, propre aux États-Unis, qui ont érigé le spectacle presque au sens de Guy Debord, c'est-à-dire de la marchandisation, de la fétichisation de la marchandise qui englobe tout, à un point le plus possible limite dans le monde. Mais ce qui est intéressant, ça, je suis en train de me perdre, mais c'est qu'elles sont le plus gros groupe féminin de l'histoire des États-Unis à ce moment-là. Elles sont vraiment au pic de leur carrière, mais aussi au pic que personne n'a atteint encore à cette époque aujourd'hui. Elles ont été dépassées par Taylor Swift depuis, mais vraiment à cette époque-là, c'est le plus gros groupe féminin et le plus gros groupe féminin de country en plus. Donc c'est vraiment un style très américain.
aux États-Unis, elles sont un peu plus petites ailleurs dans le monde. Mais Oui, vraiment... parce que c'est de la musique populaire dans le sens où ça vient du peuple américain, la country. Exact, oui. Et elles remplissent le stade de Houston, qui est au Texas, donc qui est en plus le lieu où elles viennent, le lieu où George W. Bush vient aussi du Texas. Donc c'est tout un symbole aussi, mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que il y a vraiment cette idée chez elle de succès égale remplir des stades. Et que quand elle dit le pic de notre carrière, c'est presque effectivement le pic de popularité, le pic, mais aussi le pic économique. Et on le verra justement à la fin du film, qu'elles n'arriveront plus à remplir le stade de Houston. À la tournée 3 ans plus tard, elles ne feront pas de stade dans le sud des États-Unis. Et je pense que c'est le bon moment pour parler de contexte. Parce que la country, c'est, comme on l'a dit, c'est un genre très américain, mais qui est essentiel aux États-Unis. C'est le genre primordial, je pense, avec le rap aujourd'hui aux États-Unis. Comme on le dit, Taylor Swift, la plus grosse artiste du monde, je pense, aujourd'hui, fait de la country. En tout cas, vient de la country. Ça marche bien avec l'actualité, parce que Beyoncé, elle a gagné l'album de l'année cette année. C'était la première fois qu'elle gagnait cette récompense. Et c'était quoi son album ? Un album de country. Et Chaperone, là, après son album aussi qui a gagné au Grammy, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait une chanson de country, lesbienne, mais quand même une chanson de country. Elle dit que c'est juste pour le fun, mais c'est quand même un symbole. Aussi, quand même, hein. Et je pense aussi un certain intérêt économique. Et peut-être aussi politique, parce que la country, c'est un genre massivement blanc. Massivement masculin aussi. Oui, blanc, masculin, de la banlieue américaine, et massivement conservateur. Donc patriotique. Et d'ailleurs, elles n'en parlent pas dans le film, mais j'ai trouvé des entrevues où les chicks en parlent. C'est qu'après la guerre en Irak et après le 11 septembre, ça a été une grande phase de patriotisme exacerbé aux États-Unis. Tout le monde était devenu patriotique, il faut soutenir les troupes, etc., etc. Et la country, encore plus. Et elle le dit, c'est que même avant cette prise de parole et pendant, c'est que ça les gêne profondément de devoir se forcer en fait pour vendre à mettre des drapeaux américains. Elle disait dans tous les clips de country de l'époque, il y avait des soldats dans les clips, il y avait des drapeaux, et elle se sentait très mal à l'aise en fait de se sentir obligée de faire ça. Et ce commentaire vient aussi dans ce contexte-là. Donc ça peut paraître mou de juste dire je suis contre l'invasion en Irak vue depuis la France par exemple ou l'Europe, mais quand tu es chanteuse de country, donc tu chantes pour des conservateurs, pour des républicains, pour des patriotes, tu ne dis pas ça. Tu peux pas dire ça parce que, et on le voit dans le film, tu te coupes immédiatement de beaucoup de supporters. Et c'est ça que le film montre quand même, avec toutes les radios ou les gens qui appellent, qui disent « Ah, elles sont anti-américaines, vous n'avez pas le droit de diffuser une telle chanson », alors qu'elles n'ont pas dit grand-chose. Non, elles n'ont pas dit grand-chose. Oui, absolument. Et peut-être qu'on pourrait regarder du coup un peu ces stratégies de damage control qui sont opérées et qu'on voit dans le film par les chicks. Une des premières stratégies que Nathalie fait, c'est de dire que c'est une blague, ce qu'elle a dit. Que en fait, c'était pas vraiment un political statement, mais c'est une blague. Même si elle dit toujours qu'elle est quand même d'accord avec ce qu'elle a dit, elle essaye vraiment d'atténuer la portée. Et moi, je trouve intéressant de nuancer notamment. Pas d'atténuer, je dirais pas atténuer, mais de nuancer. Elle va dire je critique, mais je soutiens les troupes. Ouais, pour moi, tu vois, dire que c'est une blague, c'est atténuer. Parce que dire que c'est une blague, c'est enlever la volonté totalement politique et dénonciatrice. C'est rendre ta phrase drôle et un peu... Donc, je trouve que c'est quand même un petit peu nuancé. Et moi, ce que je trouve intéressant avec le fait que c'est une blague, c'est un truc que t'es pas censé expliquer. On le sait. Si on explique une blague, tout le monde nous dit, du coup, c'était pas drôle. C'est quelque chose que t'es pas censé littéralement approfondir. Et donc, j'ai l'impression que dire que c'est une blague, c'est aussi s'empêcher un petit peu d'aller plus loin dans sa réflexion politique, en tout cas en public, dans les médias. C'est un peu une stratégie pour faire, voilà, je l'ai dit, c'est bon, on passe à autre chose, n'en parlons pas plus. Mais c'est ça qui est intéressant, en tout cas qui nous a un peu perturbé, c'est qu'il y a cette phrase qu'elle dit dans son concert, et tout le long du film, on va rester sur cette phrase. Cette phrase ne va pas en entraîner d'autres statements, va pas entraîner une politisation, une radicalisation, en tout cas dans le film. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'elle, mais dans le film. Et elles vont faire que tourner autour de cette phrase. Dire oui, mais je critiquais le président, je critiquais pas les troupes. Et vraiment, c'est du damage control par rapport à une seule phrase qui a été prononcée et qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, il finit sur un concert à Londres au même endroit. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle relit son statement. Comme si on avait fait une boucle.
Donc, espèce de deuil aussi, c'est bon, la période est finie, mais on peut en rire maintenant, on peut en parler en concert et ouvertement sans qu'on ait peur que ça crée de nouvelles polémiques. Mais il y a aussi, je pense, quelque chose de la stagnation, qui est qu'en 3 ans, elles sont toujours au même endroit sur cette phrase-là, en tout cas dans le film. Peut-être qu'à l'intérieur d'elle, même d'ailleurs, elle retirera ses excuses à George Bush après, où elle dira non, en fait, j'ai rien à m'excuser. Parce qu'elle a fait une lettre d'excuse après avoir Exact. dit la phrase, quand il commençait à y avoir beaucoup de bruit autour de ça. Exact. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est cette stagnation de la position politique, en tout cas en public. Oui, exact. Et là où on pourrait regarder, c'est est-ce que du coup, il y a aussi une stagnation d'un point de vue artistique. Qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'on voit du coup dans le film, ce qui est intéressant, c'est beaucoup l'après de cette blague ou de ce statement, notamment 3 ans plus tard, quand elles sont en train de faire leur nouvel album, qui s'appelle Taking the Long Way, et qui est donc en fait un album où elles disent elles-mêmes qu'elles sortent plus ou moins de la country. Il y a une des musiciennes qui est pas d'accord avec ça, qui dit que pour elle c'est quand même de la country, et qui est un album dans lequel elles reviennent beaucoup sur ce qui est arrivé, notamment parce que du coup je l'ai mentionné, mais Nathalie reçoit une menace de mort à un moment donné, et il y a une chanson qui s'appelle Not Ready to Make Nice, où elle revient sur ça dedans. Ce qui est intéressant et ce qui n'est pas du tout obligatoire en musique, c'est qu'elles ne reviennent pas d'un point de vue politique dans leur album, c'est vraiment d'un point de vue psychologique que les chansons se font. C'est vraiment... D'ailleurs, elles le disent quand elles écoutent cette chanson, elles sont toutes en train de pleurer parce qu'elles se rappellent à quel point c'était difficile. Oui, il y a une catharsis avec cette chanson-là qui est la chanson qu'on va voir se faire pendant tout le long du film, où elles vont revenir. En fait, il va y avoir des allers-retours entre les événements et cette chanson, comment la chanson traite des événements. Et j'ai vu une entrevue qui disait que des deux sœurs qui disaient que tant que cette chanson-là n'était pas finie, on pouvait pas travailler sur le reste de l'album, qui était vraiment on veut faire amende honorable, on veut en parler de tout ce qui nous est arrivé, et puis après on pourra faire un album autour. Mais ce qui est intéressant du coup, comme le film le montre, je sais pas si c'était ça dans la vraie vie, mais moi je regarde ce que le film propose, c'est que donc ce qu'on voit, ça n'est pas une radicalisation politique à partir d'un événement, mais une utilisation d'un événement qui est dépolitisé pour devenir traumatique, pour le mettre dans l'art, pour faire un art qu'on pourrait appeler psychodoloris, c'est-à-dire qui puise des événements difficiles pour en mettre dans la chanson. Je le trouve un peu dur quand même. Un peu dur, mais dans les faits, c'est ça. Je dis pas que l'album est mauvais, moi je trouve qu'il y a des chansons qui sont chouettes, mais c'est quand même ça que le film met en place. Dans le sens, elles font pas un album qui devient du punk, qui commence à essayer de détruire toute la société. Elles font un album qui revient sur à quel point ça les a blessées, et ce qui est compréhensible. Elle a eu une menace de mort, c'est terrifiant. Et je suis pas en train de le dire dans des termes que quelque chose est mieux que l'autre ou non. Mais ce qu'on voit, c'est l'utilisation d'un événement pour être psychologisé, pour faire des chansons dans lesquelles on peut sing our heart out, parce qu'on a vécu des choses traumatisantes. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher de pas être Rage Against the Machine? Je suis pas sûr. Non, mais je reproche rien, je remarque. Oui. Et je pense que ce serait intéressant qu'on reste sur le film, parce que c'est vrai que ce que le film observe principalement, c'est, comme on l'a dit, cette articulation entre politique, économie et personnel. Parce que quand on regarde, qu'est-ce que le film montre vraiment? Des fois, on dit en critique, il ne faut pas se poser la question qu'est-ce que le film aurait pu être, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il soit. Mais se poser cette question en documentaire, quand on a un réel en fait, qui est à capter, et quand le documentaire est un morceau de ce réel-là, parce que quand on pose cette question, ça nous montre qu'est-ce que le film n'a pas voulu être. Et ce qui peut nous aider à comprendre ce que le film a voulu être. Et c'est vrai que dans le film, on n'a pas d'analyse politique, on va pas aller voir des républicains, par exemple, qui vont nous expliquer leur vision de la liberté d'expression, pourquoi pour eux c'est scandaleux. On va pas avoir beaucoup d'entrevues de militants, on va pas avoir de compréhension politique mettant en parallèle d'autres événements un peu similaires qui auraient pu se passer pour comprendre sur le temps long la liberté d'expression, la compréhension de la liberté d'expression aux États-Unis. On est collé aux Dixie Chicks, et en plus de ça, tout le passage sur les menaces de mort, sur les commentaires, sur vraiment comment elles le ressentent émotionnellement, je trouve que c'est pas si présent que ça dans le film. La plupart des discussions qu'on va avoir, ça va être autour de les radios, on va être autour des tournées, ça va être autour des stratégies dans les journaux, ça va être autour de tel article, telle photo qu'on va publier. Donc c'est un film sur du damage control, sur comment un groupe de country, donc qui évolue dans un
dans un milieu conservateur va avoir une position politique radicale pour ce milieu-là, et comment il peut gérer sa carrière autour de ça. En tout cas, comment ça va impacter sa carrière. Oui, et je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, le film est beaucoup présenté, notamment par Barbara Koppel, comme un film qui pourrait parler de la liberté d'expression. Et moi, je pense pas tant, pour toutes les raisons que tu as dites, et notamment parce qu'en fait, la liberté d'expression, là où il faut la regarder, et comme aujourd'hui, elle n'en est pas une, c'est parce qu'il faut avoir les moyens de pouvoir parler ou non, ou d'être empêché de parler ou non. Et il se trouve qu'il y a un problème quand tu dis « Ah, on va regarder des femmes qui, du coup, ont perdu la possibilité d'avoir leur liberté d'expression », bah c'est pas vrai, parce que c'est des femmes ultra riches, qui sont des musiciennes ultra connues, et donc certes, il y a certaines radios qui vont les boycotter, ce qui est problématique, mais en fait, elles vont pas du tout perdre l'opportunité de parler. Elles vont même, elles le disent elles-mêmes, avoir des opportunités d'entrevue qu'elles n'ont jamais eues. Et donc ça, c'est très bien montré par le film. C'est assez faux si on le présente comme un film sur la liberté d'expression, en tout cas sur le fait de pouvoir regagner sa liberté d'expression, parce que dans les faits, et le film le montre, elles la perdent jamais vraiment totalement. Parce que finalement, qu'est-ce que le film montre sur la liberté d'expression ? Grosso modo, ça se limite à les républicains américains sont hypocrites. C'est qu'ils sont là à crier sur tous les toits, vive la liberté d'expression, il faut la défendre, il faut la défendre. Mais après, ils peuvent trouver tous les contre-exemples. Oui, on est pour la liberté d'expression, mais c'était pas sur le sol américain. Oui, c'est vrai qu'il y a un mec qui dit ça. C'est pas bien. Donc c'est dans le pays, fait par des personnes qui sont patriotes, ça va. Mais et sinon, pas en public. Il faut pas que ça soit en public. Il a dit la liberté d'expression, oui, mais pas devant un public de masse. Un stade, c'est trop. C'est trop de liberté d'expression, un stade. Il y a cette hypocrisie-là qui va être forcément donc, opposée à leurs valeurs qu'ils défendent. Mais ça, c'est classique de l'extrême droite. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Mais qu'est-ce que le film apporte vraiment, à part nous montrer cette hypocrisie-là et les mécanismes de censure ? Par exemple, on ne sait pas à quel point le Parti républicain est derrière les mécanismes de censure des radios. On sait vite fait qu'il y a un groupe d'extrême droite qui s'appelle Free Republic qui a décidé de s'organiser pour les boycotter et qui appelle en masse les radios. Mais on nous le dit et on ne le voit pas vraiment. Barbara Koppel ne va pas infiltrer ou se renseigner. On ne sait pas qui c'est. Exactement. On ne sait pas, est-ce que ce groupe-là est composé de proches du Parti républicain, par qui ils sont financés. Ça, on ne le sait pas. Donc, c'est vraiment de tout ce point de vue-là, le film, ça ne l'intéresse pas vraiment. Tout ça, ou en tout cas, ce n'est pas le film qu'il a voulu faire, que Barbara et Cécilia Peck ont voulu faire. Mais par contre, ce que tu disais sur la liberté d'expression, quand tu dis elles ont pu avoir des interviews et tout, elles disent ah mais finalement ce qui nous arrive, c'est ce qui nous aurait pu nous arriver de mieux. Puis là on peut dire ah bah ça veut dire qu'en fait elles vont pouvoir exprimer politiquement tout ce qu'elles veulent. En fait elles vont dire ah bah c'est une espèce de libération de maintenant on est libre et on va pouvoir dire tout ce qu'on veut. Mais en fait pas du tout. En fait ce qu'elle entend par là, c'est de dire ah bah on va être interviewé par telle personne qui nous aurait jamais interviewé avant. On va faire la une de News Weekly, je crois, qu'on n'aurait jamais faite avant. Donc c'est aussi des opportunités économiques, financières. Et il y a aussi à la toute fin, quand ils font la nouvelle tournée 3 ans plus tard, il y a un des personnes qui s'occupe du groupe qui dit maintenant on a trouvé un nouveau public. Il faut qu'on vende à un nouveau public. Donc il y a vraiment toujours cette idée derrière que ça a été une réorganisation de leur groupe, mais en termes économiques. C'est que maintenant, il faut réorganiser le groupe ou les tourner pour toucher un autre public qui a été touché justement par ces entrevues, par ces news. Par cette polémique, comme le préconisait le manager au début finalement. Exactement. En un sens, ça a créé plus de dégâts psychologiques que ce qu'elle pensait, mais au final, économiquement, bah, ça a été pas si... On n'en sait rien, c'est pas très clair dans le film en tout cas. Bah, je voulais justement rebondir sur ce que tu disais, et ce que tu disais avant aussi, où il faut pas vouloir critiquer ce que le film aurait dû être, mais il y a quand même un élément qui n'est pas dans le film, parce qu'en fait je crois qu'il s'est passé juste après que le tournage ait été achevé, c'est les Grammy Awards avec l'album qu'elles ont sorti à la fin du film, Taking the Long Way, où les Chicks ont gagné 5 Grammy Awards, dont le meilleur album de l'année, le meilleur album country, la meilleure chanson, enfin toutes les récompenses principales, et qui parachèvent quand même à quel point ça n'a pas été un dégât trop grand, et au contraire, elles ont réussi à utiliser ça dans leur business, en fait, dans leur marque qui est leur groupe de musique. Elles ont réussi quand même à gagner les plus prestigieuses récompenses de la musique avec cet album Comeback. Oui. Et après, elles ont fait un duo avec Taylor Swift et elles ont ressorti un album en 2020. Elles ont continué à faire de la musique, mais en duo, pas en trio. En tout cas, leur carrière ne s'est pas arrêtée après 2006. Et... Oui, puis je trouve que du coup, de pas montrer, peut-être que ça aurait été trop cynique, mais de montrer, parce que le film est quand même un peu complaisant avec elle, et avec raison sur certains aspects, mais de montrer qu'en fait, finalement, économiquement, bah, ça va, et que même ça va peut-être mieux ou différemment, et elles peuvent gagner plus de trucs grâce à ça, bah, c'est quand même...
Bienvenue à l'industrie du divertissement américaine, quoi. Et là où ce qui est intéressant, est-ce que je pense que ça c'est un point de vue structurel, c'est que c'est indépendant de la volonté ni de Barbara Koppel et Cecilia Peck, ni des Chicks, c'est que quand tu fais un film comme celui-ci, qui est attaché à une figure, que ce soit dans ce cas-là des musiciens, mais ça pourrait être un acteur ou une actrice, c'est-à-dire que ce film-là devient un produit dérivé, peu importe ce que tu en fais. Par exemple, un exemple tout bête, c'est Some Kind of Monster sur Metallica, qui commence comme un making-of de l'album Saint-Anger, je crois, où le groupe part en vrille pendant le tournage, et ça fait un making-of de 2h30 complètement halluciné sur un groupe qui se délite de l'intérieur. Mais ça reste un film sur Metallica qui va pouvoir se vendre, les fans de Metallica vont vouloir le voir, ça va faire de la promotion éventuellement pour l'album. Donc même un cas aussi extrême que celui-ci peut fonctionner. Là, dans le cas de Shut Up and Sing sur les Chicks, c'est encore plus pernicieux. Parce que comme on l'a dit, c'est un film sur le damage control des Chicks, en tout cas en partie. Et ce qui est intéressant, c'est que Barbara Koppel et Cecilia Peck avaient approché les Chicks avant la polémique, parce qu'elles voulaient faire un documentaire sur leur tournée européenne. C'est ça, je me trompe pas. Oui, exactement. Et les Chicks ont refusé. Parce qu'elles avaient déjà une Exactement. équipe, en fait, ce qui fait qu'il y a aussi autant d'images de la tournée, parce qu'elles avaient déjà quelqu'un qui faisait leur making. Exactement. Et au moment où la polémique enfle, qu'elles voient ce qui se passe, je pense que d'un côté, elles se disent « Oh, c'est important, en fait, ce qui se passe, c'est parce que c'est terrible. Effectivement, c'est une campagne de harcèlement contre des artistes parce qu'ils ont osé se positionner contre le président américain. Donc, politiquement, c'est important ce qui se passe. Et aussi, je pense qu'elles se disent « Faut en faire quelque chose. » Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles rappellent Barbara Koppel et Cecilia Peck pour faire le film, mais aussi, elles appellent d'autres réalisateurs et réalisatrices pour éventuellement s'emparer du film. Et tu m'as dit que tu avais trouvé l'info qu'elles avaient appelé Michael Moore notamment. Donc, là, on rentre tout de suite dans quelque chose d'un peu plus pernicieux quand même, qui est que le film Shut Up and Sing est le premier acte de Damage Control. C'est que le fait de faire un film fait partie de l'entreprise de Damage Control qu'on voit dans le film. Et ça inclut malgré lui le film dans une dynamique qui le dépasse toujours un petit peu. Parce que le film va devenir un produit dérivé des Chicks, va devenir, en plus, vu que là, Barbara Koppel est entièrement de leur côté, d'autant plus. Et notamment en 2006, en même temps que sort l'album, et le film qui sort. C'est quand même là, on est quand même dans presque un produit publicitaire pour le nouvel album, sachant que dans le film, on voit la production du nouvel album. On entend des chansons moi je suis allée écouter ensuite sur Spotify. Exactement. Et donc pour les fans, c'est aussi cool d'avoir accès à cette information-là. Donc on reste toujours un peu ambivalent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire du cinéma direct, c'est que c'est un problème qui arrivait hyper tôt dans l'histoire du cinéma direct. Donc c'est-à-dire, cinéma direct, pour pas être trop long, c'est l'arrivée de la synchronisation du son et de l'image dans des caméras et du matériel portatif, donc qui puissent être utilisés en dehors des studios facilement. Et très rapidement, il va y avoir quelqu'un qui va vouloir filmer la tournée de Bob Dylan dans un film qui s'appelle Don't Look Back. Et les critiques de l'époque ont déjà mis de l'avant ça. Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est une publicité ? Est-ce que c'est juste un making-of d'un... On n'appelait pas ça making-of à l'époque, mais est-ce que c'est juste un reportage sur Bob Dylan ? Quelle qualité cinématographique ce film a, esthétique, etc. Donc, et ça dans les années 70, je crois. J'ai pas la date exacte du film. Mais donc, dès le début, quand on a commencé à vouloir filmer des musiciens en format cinéma direct, la question s'est posée de qu'est-ce que c'est que ce film ? Est-ce que c'est du cinéma ou pas ? Et Shut Up and Sing, presque 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, pose toujours les mêmes questions. En tout cas, reste englué dans cette dynamique-là qui, je pense, est impossible à séparer. Oui, qui est d'ailleurs une dynamique qui, pas dans le cinéma direct, mais est complètement exploitée d'un point de vue commercial. Ça s'appelle la transmédialité, dans un but purement, justement, commercial et capitaliste. Il y a beaucoup de films qui sont ensuite déclinés en livres, qui vont continuer ce qui a été dans le film, et donc pour toujours faire acheter plus pour des gens qui connaissent la série. Donc c'est une dynamique qu'on sait être capitaliste, qui vient un peu plus se questionner d'un point de vue documentaire. Ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est de se dire que tu l'as décrit, le choix qu'a fait Barbara Koppel, c'est de se mettre du point de vue, non seulement elle est du côté des Chicks, mais elle se met du point de vue des Chicks. On ne voit que les Chicks. Il y a une seule scène où on ne les voit pas, où elles ne sont pas présentes, c'est le lancement des tickets pour leur nouvelle tournée, mais là on est quand même avec toute leur équipe marketing. Donc il n'y a pas un seul moment où elles ne se placent pas en focalisation sur elles.
C'est vrai qu'il y a aussi des petits moments où il y a des manifestants, mais il parle d'elle quand même. Oui, il y a les radios aussi, on voit plusieurs passages avec les radios. Où il y a quelques entrevues. C'est vrai, il y en a quelques-uns. Mais disons, globalement, on ne voit qu'elle. On n'est que centré sur leur point de vue. Et c'est sûr que là, du coup, c'est un peu plus difficile de ne pas forcément être un produit dérivé si tu ne fais que te concentrer sur les personnes du groupe de musique, quoi. Et c'est une question qu'on s'était déjà posée, en fait, quand on parlait de Laura Poitras et de son film All the Beauty and the Bloodshed. All the Beauty and the Bloodshed, qui est la dimension dépolitisante du cinéma direct. Parce que Laura Poitras, ce qu'on a dit dans cet épisode-là, c'est qu'elle fait beaucoup... Elle va filmer des événements en direct. C'est-à-dire le moment où Snowden fait ses révélations, elle en fait un film. Et on disait que c'était dépolitisant parce qu'en fait, ça sort le film d'un contexte plus large et on a juste l'événement, entre guillemets. Et ça, c'est que le cinéma direct, très rapidement, va avoir prétention... je vais refaire peut-être un petit historique sur le cinéma direct très rapide. C'est que c'est un cinéma qui naît dans les années 50-60, à la jonction de plusieurs éléments qui sont déjà une situation politique conflictuelle, en tout cas pré-révolutionnaire, dans 3 pays principalement. Les États-Unis avec JFK et son assassinat, au Québec avec la Révolution tranquille, et en France avec la guerre d'Algérie. Donc c'est un cinéma qui va être très prégnant dans ces pays-là, et qui naît aussi avec une innovation technologique, comme je disais, qui est l'allègement des caméras, le fait qu'elles sont beaucoup plus silencieuses, l'arrivée des magnétophones portatifs, qui peuvent être beaucoup plus portatifs, on va dire, qui va permettre d'enregistrer le son et l'image en même temps, parce que jusque-là, il y avait des documentaires, notamment les films de Flaherty, par exemple, mais où, comme on ne pouvait pas enregistrer le son synchrone, soit on allait faire des mises en scène avec des dialogues écrits pour pouvoir les réenregistrer derrière. On enregistrait des sons sur place et puis après on les collait à des images, mais ce n'étaient pas les sons qui étaient en même temps. Et donc le cinéma manquait de la parole. Et en fait, la conjonction de ces 2 événements, les révolutions, les moments révolutionnaires et la technique, faisait que les réalisateurs avaient envie en fait d'aller sur le terrain, d'aller filmer ce qui se passe, de faire un nouveau cinéma. Et politiquement, c'est très important parce que ça vient montrer des gens qu'on ne montrait pas, tout simplement, avant, dans leur quotidien, sans l'altérer, de pouvoir vraiment les filmer la vie. C'est pour ça que le cinéma direct a pu être appelé cinéma vérité en France pendant un très court temps, et puis aux États-Unis ça a été beaucoup plus repris. Cinéma vérité est une expression qui est beaucoup plus utilisée aux États-Unis qu'en France, bizarrement. Mais parce qu'il y avait cette idée de on va aller filmer la vérité, le réel tel qu'il est, pas comme il a été reconstruit comme dans le néo-réalisme, par exemple, qui est une fictionnalisation du réel, mais pour atteindre le réel quand même. Et il y avait donc cette idée que le cinéma direct est métonymique du réel, c'est-à-dire en filmant une petite partie, je filme l'ensemble, je peux décalquer à l'ensemble. Et c'est un peu ce que essaie de faire Shut Up and Sing finalement, en filmant une petite partie, qui est une toute petite partie du réel finalement, qui est le point de vue des Dixie Chicks à certains instants, je vais pouvoir montrer toute la polémique, et aussi les mécanismes politiques derrière la censure et le harcèlement des artistes. Oui, et ce qui est assez étonnant pour faire un petit historique de Barbara Kopple, c'est qu'avant ça, elle est allée filmer des mineurs, non pas des enfants, mais des gens qui travaillent dans les mines. Il y avait aussi des enfants, d'ailleurs. Une grève de mines dans Harlan County, je crois que ça s'appelle. C'est le nom du film, Harlan County, USA. Qui est beaucoup plus qu'on attendrait d'un film qu'on dirait politique, parce que c'est explicitement... la politique de gauche, la grève et tout ça. Et la politique de droite aussi. Mais en fait, c'est ça que je me disais en t'écoutant. Je me disais, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on pourrait se dire, il est un peu dépolitisé dans la façon dont elle traite les chicks, décident de s'emparer de ce qui leur arrive, vu qu'elles le mettent totalement au service de leur business. Mais en fait, du coup, c'est pas tellement dépolitisé, c'est plus politisé à droite, finalement. Politisé dans un point de vue capitaliste. Je sais pas si à droite, je pense pas que ça soit la dichotomie qui est en jeu à ce moment-là. Je pense que c'est des gens qui... En fait, on le voit dans le film, c'est des personnalités assez complexes, parce qu'elles font de la country, elles viennent du Texas, qui n'est pas l'état le plus progressif des États-Unis. On le voit, elles ont des fermes, elles ont des animaux. Je pense qu'elles sont attachées à la propriété privée quand même, mais elles sont contre la guerre.
Donc je pense que c'est une espèce d'identité qui est un peu compliquée. Oui, c'est ça que je voulais dire. À dire mais gauche-droite. quand je parlais je parlais pas de elle en tant que personne, mais je parlais plutôt de comment c'était utilisé la polémique, qui était pas utilisée d'une façon très pour se politiser radicalement à gauche, disons que ça emmenait plutôt du côté de gagner du gain et d'utiliser ça commercialement. Mais ce que je trouve intéressant, effectivement, et c'est là où je trouve que le film est très fort et n'est pas forcément politique là où on l'entend, dans l'idée qu'on ne les voit pas à nouveau, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, se radicaliser à gauche, c'est que le film capte très très bien et très subtilement, moi j'avais jamais vu des images qui captaient ça comme ça, la complexité des structures qui vont agir des personnes, et les chicks, donc ces personnes, dans le sens où ce sont des femmes qui subissent une injustice qui est amplifiée parce que ce sont des femmes, donc elles subissent du sexisme, mais qui sont aussi des businesswomen ultra riches, qui veulent du coup gagner de l'argent, mais qui sont aussi des chanteuses, qui ont des sensibilités, qui sont aussi des femmes qui sont très dans la socialisation féminine, où elles sont les trois mariées, elles ont les trois des enfants, et en fait, des fois, dans des plans, t'as tout ça à la fois. Genre, par exemple, elles sortent de leur concert, elles sont dans une salle avec toute leur équipe en train de boire un verre, et t'en as une qui a un enfant sur ses genoux en train de le gérer, puis elles sont aussi en même temps en train de parler de la polémique qui a été créée et du sexisme, et en fait, dans un seul plan, du coup, tu as tout ça qui coexiste et c'est extrêmement précis. Et je trouve ça fascinant. Moi, ce que j'ai adoré et que j'ai préféré dans le film, c'est de voir à quel point une conscience féministe, c'est-à-dire que ce qui leur arrive, c'est parce qu'elles sont des femmes et que c'est pas juste, peut ne pas être mis au service d'une idée de l'émancipation de la femme, mais du capitalisme. Ce qu'on a expliqué plusieurs fois, mais moi j'aime bien le regarder à travers cet angle-là, de se dire, bah, ce qu'on a vécu, injustement, on va le transformer en stratégie pour gagner plus de thunes. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que le féminisme historiquement a eu des alliances avec la droite, avec l'extrême droite. Le féminisme, parce que c'est situé quand même en Occident, il y a des féminismes bourgeoises blanches qui sont notamment associés à la droite et aux hommes quand elles étaient dans les colonies pour essayer de gagner leur place en tant que femmes, de montrer qu'elles étaient presque plus colons que les hommes colons. Donc bref, je vais un peu loin, mais c'est juste pour donner un exemple très grossier de comment le féminisme peut parfois s'allier avec des personnes qu'on n'attendrait pas ou des courants mais je qu'on pense pas que n'attendrait ça pas. soit ça là, parce que y avait des femmes pendant la polémique qui ont tapé sur les chicks. Genre, c'est elles les vraies féministes bourgeoises blanches, les radicales d'extrême droite, comme Laura Ingraham qui en partie donne le nom au film, qui a écrit un livre Shut Up and Sing, qui parle notamment des artistes contre le gouvernement de Bush. Donc c'est celles-là vraiment les radicales aujourd'hui. Mais après, il n'y a pas un seul féminisme Non, bien bourgeois, sûr. hein, ça peut en être un aussi. Il y a un féministe notamment aux États-Unis qui s'appelait le féministe de la puissance bourgeoise, qui étaient des femmes qui étaient tellement contre la pornographie qu'elles se sont associées à Reagan pour instaurer bien sûr. des lois. Mais là, je pense pas que ce soit le cas des chicks. C'est pour ça que je dis ça, c'est que je pense qu'en fait, ce qu'on voit, et ce qui est là où le film est le plus passionnant, je pense, c'est qu'on voit des contradictions entre différentes parts de leur identité. C'est que, en fait, comme elles sont des bourgeoises, parce que, au sens vraiment où elles possèdent l'appareil de production, parce que on voit qu'elles sont des patronnes, et c'est-à-dire c'est ce que Paul dit en entrevue, c'est que avant d'être des artistes, c'est des businesswomen. c'est des businesswomen, et on voit que tout, comment elles pensent dans le film, tout est pensé d'un point de vue business. Il y a une scène, moi j'aurais bien aimé en avoir beaucoup plus de ces scènes-là, mais où elles parlent à leurs employés, où elles disent « Ah, on va devoir couper les coûts », et puis c'est un peu une semi-blague, parce qu'elle dit « On va arrêter d'acheter de la viande et des bières, vous nous coûtez trop cher ». Mais tu sais qu'il y a un petit fond de vérité parce que dans les faits, dans la scène d'avant, t'as vu que leurs tickets se vendaient pas aussi bien. c'est ça, donc t'as peut-être un peu la blague du patron qui dit « Ah, on va couper les coûts », mais je fais une petite blague. C'est ça ce qui est passionnant, je trouve, dans ce film-là. Est-ce que parfois Barbara Koppel touche du doigt, mais c'est cette complexité de l'identité entre être une femme américaine blanche, subir du sexisme éhonté, subir de la violence politique, subir des violences, des accusations, des menaces de mort, puis en même temps être un peu patriote, mais pas vraiment, négocier, être dans un milieu d'extrême droite, être anti-guerre, être, je pense, démocrate, on sait même pas vraiment si elles sont démocrates ou républicaines, puis en même temps être riche, être pour la propriété privée, pour la famille, espèce de complexité de l'identité que je pense qu'en fait, matériellement, genre même structurellement, en fait, c'était impossible qu'elles se radicalisent, parce qu'elles n'ont aucun intérêt
à se radicaliser. Oui, c'est pour ça que moi, je veux juste redire, parce que pour moi, c'est ça que j'appelle un certain, je vais être plus précis, féminisme bourgeois ou de droite. C'est un féminisme qui n'utilise pas le sexisme pour s'émanciper, mais pour continuer à œuvrer dans le capitalisme. Oui, c'est ça sur lequel je voulais revenir. Je pense pas qu'elles essayent, ou en tout cas qu'elles arrivent à faire de la polémique un moyen de gagner plus d'argent. Ça n'a pas l'air d'être vraiment l'objectif, mais ça essaie de pas trop en perdre. Plus que ça, parce qu'au final l'opération elle est plutôt ratée. C'est que certes elles ont gagné un autre public, mais qui est moindre que le public qu'elles ont perdu. Ça, on n'a pas les chiffres. Je pense qu'on aurait pu vérifier, Ouais, parce que elles gagnent quand même 5 Grammy Awards, et tu me l'as dit toi-même qu'elles étaient quand même number one leur Après les album Grammy, après les ouais. Grammy. Bien sûr. Mais en même temps, si l'album de l'année n'est pas number one, Oui, bien sûr, mais du coup, je pense que quand c'est ça, tu gagnes quand même un certain nombre Bien d'argent. sûr, non, mais elles sont pas à plaindre d'un point de vue économique. C'est pour ça que je suis en train de leur dire. Ouais. On va pas partir une cagnotte pour leur donner des sous. Mais je pense qu'il faut être vraiment très précis sur ce qu'elles sont. Et effectivement, je pense que c'est. En fait, on connaît même pas leur position politique, parce que ça se trouve, elles sont anti-guerre, mais il y a plein d'autres trucs shady. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est ça, c'est cette complexité de l'identité de ces femmes-là. Cette coexistence, même dans les cette plans. cette co-substantialité, pour reprendre un terme marxiste, matérialiste plutôt, de qui elles sont, et qui, je pense, les empêche en fait de se radicaliser, de s'émanciper en fait d'une certaine condition. Et ce qui est symptomatique de ça dans le film, c'est à plusieurs moments elles disent we have to think about what kind of band we want to be. Genre, quel groupe on veut être vraiment. Je pense que c'est l'occasion de vraiment nous redéfinir en tant que groupe. Et en fait, juste après, elles disent quelles entrevues on va faire. C'est pas genre quelle chanson on va écrire, sur quel sujet on va écrire, quelle charité on va aller faire. Tu sais, c'est quelles entrevues. Est-ce qu'on va accepter une entrevue à MTV ? Est-ce que c'est ça le groupe qu'on veut être, aller sur MTV ? Et elle te dit, oui, d'accord, en fait, elles ont cette intuition politique, cette intuition sociale, cette intuition morale, il se passe quelque chose de bien. Et tout de suite, cette intuition-là est raccrochée à un enjeu économique, immédiatement. Parce qu'elles sont dans une position où les enjeux économiques sont dominants, sont absolument dominants. Oui, je suis d'accord. Et moi, personnellement, j'avais jamais vu capter de manière aussi, entre guillemets, anodine, toute cette consubstantialité, comme tu dis, dans un plan. Et je voudrais revenir un petit peu à l'avantage que permet le cinéma direct, le fait de prendre une caméra et d'aller filmer, parce qu'il y a quand même quelques plans qui sont assez phénoménaux dans la charge de ce qu'ils portent, notamment un moment qui est quand même très important. Tu as dit qu'on n'en parlait pas plus que ça, mais il y a quand même ce plan-là qui est hyper important. C'est le moment où Nathalie va faire un concert à Dallas, je crois, où elle a reçu une lettre de menace à Houston. Ouais. À Houston, et elle a reçu une lettre de menace de quelqu'un qui dit qu'il va lui tirer dessus pendant le concert. Oui, et c'est là en partie d'où le titre du film vient, c'est Shut Up and Sing, or genre, tais-toi et chante, ou sinon je vais te tuer. C'est ça la lettre. Et donc il y a ça a été filmé en fait l'avant du concert. On a d'ailleurs le mari de Nathalie qui, j'ai lu ça dans une entrevue, je le savais pas, mais tu le vois ensuite quand tu regardes le plan, qui est venu juste parce qu'il faisait pas la tournée avec, il est venu juste pour ce concert, pour lui pour la soutenir, exact. Donc tu la vois faire un câlin à son mari et ensuite marcher en direction de la scène, et ça n'existe pas une image comme ça. Enfin, c'est où tu sais en fait que cette personne est en train de marcher vers une scène où elle se dit potentiellement je vais me faire tirer dessus pendant ce concert. Et ça c'est quand même, je sais pas, je trouve que ce plan il est bouleversant quand même quand tu le vois. Si quelqu'un essayait de faire ça en fiction, ce serait peut-être bien, mais ce serait jamais aussi fort que ce qui est capté, je trouve. Brady Corbet aurait pu le faire. Brady Corbet avec Voxlux. Elle a un peu la même coiffure d'ailleurs que Nathalie Portman dans Voxlux. Non mais voilà, moi je trouve que ce plan est quand même important à noter, parce que c'est vraiment... Enfin, je sais pas, parce que ce plan en soi ne montre pas grand-chose. On voit une chanteuse qui avance vers son concert, mais en fait, parce qu'on sait de ce qui se passe et des enjeux qui encadrent ce moment, c'est... D'ailleurs, j'avais pas fait le lien avec Voxlux, mais je pense qu'il y aurait des trucs à faire entre les deux. Je l'ai fait aussi, moi. Mais vraiment juste à cause de la coupe de cheveux. Mais oui, c'est vrai que ce moment-là est assez dingue, et surtout qu'il y a un gars du FBI qui vient les voir, qui leur dit
on a potentiellement arrêté, on pense que c'est lui et on le surveille toute la soirée. Ils l'ont pas arrêté, mais il dit on le surveille toute la soirée, on l'empêchera de faire s'il veut faire quelque chose. En plus, ils disent que c'est un gars qui a menacé des sénateurs aussi, donc c'est pas la première menace qu'il fait. Il y a la police, il parle notamment de est-ce qu'on met des détecteurs de métaux au concert pour les armes à feu, parce qu'en plus on est au Texas où je pense que le port d'armes est assez laxiste. Quoi, aux États-Unis c'est laxiste? Pas dans tous les Jamais États, entendu au Texas parler. c'est laxiste, je crois. Je pense. Donc oui, c'est un moment absolument terrible finalement. Et c'est pour revenir sur ce que je disais sur la dépolitisation du cinéma direct, c'est qu'en fait, il y a toujours cette tension-là au sein du cinéma direct qui est de capter ces petits moments du réel, ces petits fragments de vérité, parce que ça a été beaucoup critiqué l'expression cinéma-vérité, parce que c'était un peu comme on se mettait d'en haut, on n'avait plus une considération esthétique, mais une considération morale, c'est qu'on allait filmer la vérité. Ce qui évacue aussi toute la subjectivité du ou Exactement. de la réalisatrice qui capte d'un point de vue et qui fragmente la réalité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Ouais. Voilà, il y a plusieurs vérités, mais l'ambition comme du cinéma direct, c'est toujours d'aller capter ces tout petits fragments de vérité, de réel. Et il y a cette tension-là qui est de comment on s'en sort. En fait, il y a une espèce de proximité permise par le direct, mais le cinéma doit faire en sorte de s'en sortir, de faire un mouvement inverse, comme une dialectique finalement. Et par exemple, Frederick Wiseman, un autre grand cinéaste du cinéma direct, lui, ce qu'il fait, c'est filmer dans l'extrême longueur. C'est qu'au lieu de faire un film de 2 heures, il va en faire un de 4 heures, 5 heures, 6 heures, je crois que 8 heures même, ou 9 heures, c'est le plus long film. Où il va rester vraiment extrêmement longtemps sur place à filmer. Et par la longueur à la fois du film et du temps qui reste sur place, il va essayer d'exorciser finalement ce rapport au direct en montrant énormément de choses, en montrant les institutions et leur structure vraiment dans le très 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 longtemps. Et ce que fait Barbara Koppel, elle, pour essayer d'exorciser ce direct-là, c'est comme on l'a dit, c'est ce montage achronologique. C'est faire des allers-retours entre plusieurs périodes de temps. Parce que faire des allers-retours entre plusieurs périodes de temps, ça permet de les mettre en relation, de dire ce passage-là, ce tout petit passage-là, collé à ce tout petit passage-là d'avant, il fait système. En tout cas, on va pouvoir comprendre le lien entre les deux et aller au-delà de l'instant présent. Oui, c'est exactement ce que je voulais évoquer, le montage qui du coup est très précis par rapport à ça et qui vient faire répondre les temporalités et qui a un gros travail de montage qui je trouve est très réussi parce qu'il arrive assez bien à extraire de moments la résonance avec les moments dans le passé. Et ce qui me fait préciser, c'est qu'on a dit que c'était un film de cinéma direct, mais je sais pas si on pourrait l'appeler comme ça, mais c'est presque semi-direct parce que c'est pas Barbara Koppel qui a tourné toute la partie des images de la tournée. C'est des images qu'elle a reçues et qu'ensuite elle a utilisées. Donc c'est des images qui ont été quand même tournées en direct, mais pas par la réalisatrice. Je vais pas rentrer dans des considérations trop théoriques parce que j'ai pas les compétences pour le faire de toute façon, mais cinéma direct, il y en a qui vont dire c'est juste la technique. Est-ce que le donc cinéma dans ce cas, ce serait complètement direct. en son synchrone et surtout qu'on est dans les années, donc ce film-là il date de 2006. Le cinéma direct, c'est années 50-60, le tout début en tout cas. Donc on est dans du post-cinéma direct presque. Quand tu regardes l'histoire, il y a déjà un premier post-cinéma direct qui est des années 70, fin 70, mi-70. Et après on passe dans encore autre chose. Et c'est notamment là où Barbara Koppel commence à faire des films. Elle est dans la deuxième vague des auteurs du cinéma direct. La première vague, c'est Michel Perrault, Pierre Perrault, Michel Brault, excusez-moi, Jean Rouck, aux États-Unis, Wiseman, Leacock, Dia Pennebaker, et après il y a une deuxième vague qui arrive dont Barbara Koppel fait partie parce que son premier film, Arlan County, son deuxième film, il sort en 77, donc on est quand même 20 ans après les premiers films de Pierre Perrault, donc on est déjà dans quelque chose d'autre, et là dans les années 2000 on est encore dans quelque chose d'autre, donc ça a évolué, surtout que le film est tourné en numérique alors qu'avant on tournait en pellicule. Enfin il y a d'autres enjeux qui sont venus, et si on prend aujourd'hui du cinéma direct d'aujourd'hui, on serait encore dans autre chose. Surtout que ce qui est intéressant avec le cinéma direct, c'est que c'est peut-être une des plus grandes révolutions du cinéma parce que ça a influencé tout le cinéma. Sans le cinéma direct, il n'y a pas de nouvelle vague. Sans nouvelle vague, il n'y a pas de nouvelle Hollywood. Bref. Et aujourd'hui, tous les reportages télé, c'est du cinéma direct. Les vlogs, c'est du cinéma direct. En tout cas, c'est vraiment une technique qui a vraiment révolutionné notre approche du cinéma. Mais donc oui, non, ça reste du cinéma direct, mais c'est vrai qu'on est quand même dans des considérations esthétiques qui sont différentes, et je pense que l'aller-retour temporel en fait partie. C'est qui sont des réflexions de comment on sort du cinéma direct par l'aller-retour.
Ouais. En tout cas, c'est une des réponses de Barbara Koppel. Et d'ailleurs, en tout cas, Barbara Koppel dit que pour elle, le film se crée au montage. Elle a ce point de vue qui n'est pas forcément partagé par tous les cinéastes du cinéma direct, qui est que quand elle va filmer, elle ne prépare rien. Elle y va pour rencontrer des personnages avec sa caméra et voir là où il l'emporte. C'est comme ça qu'elle filme, et elle dit vraiment... Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit ça et qu'elle explique quand même que Shut Up and Sing, elle a monté les images de 2003 au moment où elle tournait les images de 2006. Donc elle faisait les deux en même temps. Ouais. Bah, ce qui est aussi de l'aller-retour, du coup, elle faisait dans sa pratique de l'aller-retour, ce qui est assez intéressant comme pratique. Oui, par exemple, Chris Marker, un des grands cinéastes du cinéma direct aussi, Le Joli Mec, qui était un de ses premiers films en cinéma direct, lui, il avait préparé les entrevues, il les avait programmées. On a l'impression que des fois, il tombe dans la rue sur des gens, « Ah, salut, je vais t'interviewer », mais en fait, c'était prévu à l'avance, il savait déjà qui il allait interviewer, etc. Donc, il y a toujours eu, au cœur de cinéma, de ce cinéma-là, une propension à la mise en scène. Je veux dire, c'est faux que tout le monde fait du cinéma comme ça, on arrive et on filme, et puis ça fait un film. Je veux dire, il y a toujours eu des artifices de mise en scène. Moi, je voulais mettre en avant aussi un truc encore sur le cinéma direct qui n'est pas forcément très théorisé ou très intelligent, mais c'est juste que moi, ce que j'adore particulièrement dans ce cinéma, c'est que ça te fait voir des scènes que tu ne croirais pas si c'était de la fiction, que tu ferais, on a inventé, c'est n'importe quoi. Et je voulais en mentionner deux qui, moi, m'ont particulièrement plu dans le film, parce que je crois que c'est aussi ça, finalement, regarder des films et du cinéma direct, c'est jouir de petits moments et de les retenir. Le premier, qui est un moment paradoxalement un peu moins drôle, mais qui devient drôle par ce qui se passe, c'est quand tu as justement cet agent du FBI ou de la sécurité qui vient présenter la photo de l'homme qui a vraisemblablement accusé, qui va vraisemblablement menacer Nathalie de lui tirer dessus. Et Nathalie, déjà, c'est drôle, elle est en train de se faire coiffer. Donc, elle est devant un miroir et il y a des gens qui s'affairent autour d'elle. Et elle regarde un peu du coin de l'œil la photo, puis elle fait « He's kind of cute !» Et elle commence à rire. Et tu fais si on avait fait ça en fiction et qu'on avait montré à quelqu'un la photo du mec qui veut la tuer et que cette personne avait dit « He's kind of cute », on aurait fait « Non mais c'est n'importe quoi !» Quel film misogyne. Oui, quel film misogyne. Alors que là, c'est juste drôle. Puis tu te doutes un peu qu'il y a un peu des mécanismes de défense ou peu importe, ou juste elle a envie de rire sur ça. Mais je trouve que ce moment est incroyable. Je crois que d'ailleurs, l'agent du FBI, il réagit un peu bizarrement. Il dit, je trouve... Oui, c'est une façon de le voir, je crois, il dit ça comme ça. Oui, je trouve que ce moment est formidable. Et un autre moment que je trouve aussi hilarant, c'est, je sais jamais le nom des deux autres, comment elles s'appellent, Marty et Emily, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est Emily, je pense, qui est en train d'accoucher, parce qu'elle est enceinte de jumeaux, et il y a les deux autres chicks qui sont là pour lui tenir compagnie. Donc elle est sur son lit d'hôpital, en train de... un ventre énorme, elle est en train d'attendre, et t'as les deux autres qui sont en train de lire des magazines, People. En fait, elles sont pas seulement en train de lire les magazines, elles sont en train de regarder des photos d'elles dans les magazines et de genre se plaindre parce qu'elles se trouvent trop grosses ou comme ça. Et de nouveau, je trouve que, je sais pas, si tu mettais des stars en train de regarder des photos d'elles-mêmes dans un film de fiction, tu ferais bon, c'est abusé là, ça va, on a compris qu'elles sont égocentriques. Alors que là, ça fait pas tant égocentrique, ou un petit peu, mais c'est un peu marrant aussi. Puis je sais pas, c'est un peu une scène qui est absurde, quoi. C'est un accouchement, il y a tout l'appareil médical et t'as les meufs en train de regarder leurs photos. Je trouve que cette scène est hilarante aussi. Ouais, il y a des super scènes comme ça. Et pour revenir sur l'aspect peut-être un peu produit dérivé que je disais un peu négativement, c'est que pour moi, le cinéma direct, c'est que moi, en fait, j'adore en fait voir des artistes créer, voir vraiment rentrer derrière dans les dans qu'est-ce qui se passe dans un studio d'enregistrement, comment on enregistre et tout. Et ça, c'est une super opportunité que moi, j'adore voir ça. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé le film de Frédéric Wiseman sur le restaurant qui s'appelle Les Trois Gros en France. Mais ça reste un produit dérivé sur regardez comme c'est de la bonne cuisine, regardez, vous allez machin. Et la première chose que j'ai fait en sortant du film, c'est combien ça coûte une table. Trois gros. Là, je me suis rendu compte que je pourrais jamais me la payer, mais c'est pas grave. Mais ça reste quand même un plaisir. C'est pas parce que c'est un produit dérivé que, même là, comme ce que tu dis finalement, mais ça les rend plus humaines. Mais tu vois, ça te permet d'avoir une proximité avec ces artistes-là. Peut-être que ça va te les faire aimer encore plus. Peut-être que ça va te les faire découvrir et aimer. Et puis il y a sûrement des gens qui ont vu le film, qui sont allés écouter tout de suite après les albums, parce que ça a l'air trop bien ce qu'elles font. Mais ce qui est aussi intéressant, parce que ça reste des êtres humains en fait, c'est que le cinéma direct,
ce cinéma-là est toujours dans une tension continue entre ériger ces gens en tant qu'idoles, les considérer quand même comme des êtres humains, et plus on les humanise, plus finalement il y a toujours en fait une dynamique dans laquelle tu peux pas vraiment te sortir. Et ce qui est intéressant, ce qui me revient en tête maintenant, c'est un exemple que tu avais dit sur Free Republic, et d'un mec de Free Republic qui avait vu le film et qui avait dit en voyant toute la scène à Halloween où Parce qu'il y a toute une séquence d'Halloween où on est à chaque fois chez les familles des Chicks et on les voit préparer leurs enfants, les maquiller et ensuite aller chercher des bonbons dans la rue. Donc il y a un gars de Free Republic, donc qui est à l'origine du harcèlement, des menaces et tout, voit cette scène et tombe en amitié en fait avec ces personnes-là. Et dit, ah mais finalement c'est des familles américaines blanches, je veux dire c'est moi finalement. Je me rejoins, même si on n'a pas les mêmes idées politiques, finalement en fait on défend le même art de vivre. Peut-être il y a un truc un peu comme ça. Donc, et ça rentre encore dans le truc de Damage Control, c'est que finalement... Pourquoi elles mettent cette scène de famille dans le film? Qu'est-ce qu'elles essayent de montrer? Qu'est-ce que Barbara Koppel essaye de montrer? C'est que c'est des Américaines lambda, donc les républicains peuvent aussi se transposer Ou avec lambda, elles. disons, comme il faut. Comme il faut, oui. Oui, mais dans cette scène, c'est vraiment lambda. C'est vraiment, oh, elles ont une petite maison, et puis... Ouais, alors par exemple, lambda, quand elle arrive dans son ranch où elle doit ouvrir la barrière et traverser des Ouais, non, hectares pas de elle. champs, moi je me dis pas c'est lambda. Non, pas elle, mais les autres scènes où on voit pas la taille de la maison, tu vois, elle cache la taille de la maison, c'est juste on voit la salle de bain, le maquillage et après elles sont dehors, donc ça fait vraiment très famille américaine lambda. Et puis en plus elles sont au milieu des gens, c'est les stars au milieu des gens, tu vois, elles se la pètent pas comme ça, elles vont avec les gens se mélanger. Et puis on les voit, en vrai, on les voit très peu quand même confrontés. On les voit beaucoup en vase clos quand même. On les voit une ou deux fois signer des autographes, puis on les voit arriver dans les concerts, mais on les voit peu marcher dans la rue et être reconnus et tout ça. On est quand même assez... on évacue quand même pas mal une grosse partie de la célébrité dans le film. Ce qui peut se comprendre si elles sont sous le coup de menaces de mort, qu'elles font moins de bains de foule. Bien sûr, mais sûrement qu'il y en avait, parce qu'il y a quand même des concerts, des événements auxquels elles devaient probablement aller, puis on les voit pas tant que ça quand même. Mais c'était juste pour rappeler cette tension interne au film, où aussi, comme tout film, on en perd le contrôle une fois qu'il existe, et c'est assez fou qu'en fait un mec de Free Republic soit allé voir le film et était touché par cette scène-là, au point de le dire publiquement. Je sais pas ce que ça montre sur le film, mais en tout cas ça montre une certaine... complication, mais qu'il se passe des choses à l'intérieur qui sont pas si limpides que ça. Non, mais qui est quand même une stratégie explicitement dite par Barbara Koppel qui du coup fonctionne, qui est qu'elle voulait on care pour ces personnes pour qu'on puisse comprendre vraiment l'impact de ce qui leur est arrivé. C'est quand même quelque chose qu'elle voulait, qu'on les apprécie, ou en tout cas j'ai pas la traduction exacte du mot care en français. Mais qu'on prenne soin. Ouais, mais c'est pas exactement ça. C'est l'idée que on s'intéresse, mais avec affection à ces personnes-là. Oui, et un des aspects qu'on connaît pas, c'est par exemple, c'est le lien en fait que Barbara Koppel avait avec les Chicks. Est-ce qu'elle a le final cut? Quel droit de regard les Chicks ont sur le film? Parce qu'en plus, c'est un film qui est produit par Weinstein Company, donc par Harvey Weinstein himself. Il y a beaucoup de choses qui vieillissent pas très bien quand on regarde des choses de 2000 et quelques. Non. Mais au-delà de ça, c'est que c'était un des énormes producteurs de l'époque. C'est pas une petite boîte de production. Barbara Koppel, elle a 2 Oscars. C'est pas un petit film documentaire. Ça fait partie, je pense, des gros films. Surtout que là, elle est affiliée à le plus gros groupe féminin de l'histoire des États-Unis à ce moment-là. Donc on ne sait pas quels accords économiques il y a qui se jouent derrière aussi également, parce que je pense pas que ça soit un film qui ait été fait par pure charité, et en fait c'est pas possible. Vu tout ce qu'on voit dans le film, c'est pas possible. Il y a forcément des enjeux économiques très forts puisque qui le sous-tendent film en le plus film. d'ailleurs ne nous montre que ça, à quel point c'est des businesswomen et que tout est quand même quelque part à faire d'enjeux économiques, donc c'est pas possible que lui-même ne le soit pas. Mais il n'y a pas de transparence sur ça. Pas de transparence, mais rarement, ça c'est pas possible, ça c'est très américain, ça, on ne montre pas ça. Mais c'est très capitaliste aussi, il faut pas montrer tout ce qui est ce genre de négociation là, ça fait partie du... Non, ça c'est sale. Ça c'est sale. Et puis Weinstein qui était pas connu pour être un gars sympa, et je pense qu'il a bien bataillé pour certains trucs. Et ça c'est encore des choses qu'on ne voit pas dans le film et qui pour moi manquent effectivement pour avoir vraiment... Si on voulait vraiment avoir un film politique. Parce que tu peux pas parler d'un film comme ça sans parler de ça. Je veux dire, ça, c'est pas possible. En tout cas, de faire un film politique sans parler de ces moyens de production. De ces moyens de production. Je veux dire, tu évacues
toute une part du film. Donc ça, c'est encore un argument de plus pour dire que la dimension politique de ce film n'est peut-être pas là où elle a l'air d'être. Oui, mais ce qui en rend le visionnement d'autant plus intéressant parce que c'est beaucoup pensé contre ses attentes, je trouve. Parce qu'on s'attend en tant que militant de gauche à avoir une certaine vision de la politisation d'un artiste qui n'a pas du tout lieu là où on le pense. Oui, puis en plus c'est un film américain, donc c'est pas du tout la même vision de la politique qu'on peut avoir. Et un des points qu'on n'a pas parlé, mais c'est le moment où le sénateur dit... Alors pour donner un peu de Oui, je contexte... n'ai pas du tout contextualisé. Oui, le sénateur. C'est qu'à un Enfin, moment vous donné, voyez. vas-y, contextualise. En gros, à un moment donné, il y a comme une sorte de commission où il y a un sénateur, il y a le manager et d'autres personnes politiques qui abordent ce qui s'est passé, notamment le boycott par les radios. Je crois que pourquoi il y a cette commission, ça n'est pas très bien expliqué, mais je crois que c'est parce que le chef des radios a donné l'ordre aux radios de boycotter, et ça, c'est illégal. Oui, c'est ça. Donc, il y a une commission pour ça, et il y a notamment un sénateur qui dit vous avez fait un choix politique, vous avez eu une conséquence business sur ce choix-là. Et ça, ce moment-là, c'est une clé de compréhension extrêmement importante, je pense, de la politique américaine et de ce qu'on voit là, c'est l'imbrication complète et totale du spectacle, du business du spectacle, dans ce sens-là, avec la politique. Et c'est pour ça que le shut up and sing est... Ou comme certaines personnes l'auraient dit, l'alliance entre la musique, la politique et le business, mais personne n'a dit ça au début. C'était dans mon intro, c'est pour ça que je t'embête. Je te charrie. Ah, bah, super. Mais et c'est là où le titre est super intéressant. C'est Shut Up and Sing. Parce que pour chanter... C'est un paradoxe en soi. Voilà, pour chanter, il faut pas shut up. C'est vrai. Mais oui, mais ce qui est donc, tais-toi, ne dis rien et chante. Presque sous-entendu, genre si tu veux faire de la politique, fais-le en chanson. Mais pas en dehors. Et en fait, il lui dit, en fait, à partir du moment où tu parles de politique en dehors de tes chansons, presque, là tu rentres dans la politique, qui est un autre monde. Et donc c'est normal qu'on utilise des moyens de la politique pour te faire du mal à ce moment-là. Oui, ce qui est intéressant, c'est comme s'il y avait une dissociation de trois choses qui sont totalement imbriquées les unes dans les autres. Exactement. Lui, il le présente tel quel, alors que dans les faits, c'est pas ça, quoi. Oui, puis c'est normal pour lui. En fait, voilà, tu t'es aliéné ton public, c'est ta faute, en fait. Ce qui est un peu étrange dans le film, parce que vu qu'on n'a pas toute la machine derrière, parce que on sait pas à quel point, comme on dit là, a priori, un mec a influencé les radios pour pas qu'elles diffusent. Donc c'était même pas leur volonté propre à ces gens de pas diffuser. Donc on voit très bien que c'est pas juste ça. Et d'ailleurs, on voit même ça me fait penser, les radios, quand elles décident de ne pas diffuser, c'est pas parce qu'elles aiment pas la musique, qu'elles sont pas d'accord avec ce qui a été dit, c'est parce que sinon elles perdent de l'argent, parce que les auditeuristes vont se plaindre et arrêter d'écouter. Ouais. Oui, mais même, c'est même pas ça que je veux dire, c'est plus fort, c'est que le mec il dit comme si c'est une conséquence naturelle, alors qu'on sait pas quels engrenages ont été activés derrière pour boycotter. Parce que si lui, républicain, fait pression auprès des radios pour qu'ils arrêtent de diffuser cette chanson-là, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est de la magouille. Donc, c'est pas une conséquence naturelle. C'est que quelqu'un va utiliser des leviers qu'elles n'ont pas à disposition pour leur faire du mal. C'est une punition. C'est une punition. Donc, on n'est pas du tout dans ce que lui présente comme un truc naturel. Et c'est là où la limite du film est, parce que cette phrase-là, là on en parle, on y réfléchit, mais dans le film... t'as pas les moyens de la comprendre. En tout cas, elle arrive à un moment donné où on te donne pas la matière pour vraiment la comprendre et tu la captes pas vraiment. Mais ce qui est un peu dommage, mais ce qui est le risque du cinéma direct et de l'approche qu'a choisi Barbara Koppel. Oui, et qui fait que du coup, je pense que ça te demande plusieurs visionnements pour essayer de comprendre ce qui agit le film, parce qu'au début... Pour vrai, quand tu le vois pour la première fois, t'as un peu l'impression de... Ça va être très condescendant de voir des films sur des petites stars qui font un peu ouin-ouin. Alors qu'en fait, il y a des vrais problèmes et des vrais enjeux. Il y en a quand même une qui s'est fait menacer de se faire tuer. Mais j'ai pas pensé ça. Moi, j'ai pensé un peu ça. Honnêtement, ouais. Quand elles pleurnichent parce qu'elles ont eu un stade entier puis qu'elles sont genre, est-ce qu'on va jamais retrouver ça ? Tu fais bon... je me dissocie. Voilà, je fais scission. Ah bah d'accord, tu es meilleur que moi. Non mais moi, il y avait un truc que je voulais un peu aborder aussi, qui est un peu éloigné du film, mais une réflexion impulsée par le film, c'est qu'est-ce qu'on attend finalement des artistes, qu'est-ce qu'on attend des artistes d'un point de vue politique, qui est une vraie question aujourd'hui en fait, qu'on se pose beaucoup, parce que on est frustré quand les artistes qu'on aime ne parlent pas par rapport à des sujets politiques importants, et en même temps il y a beaucoup d'artistes qui décident de prendre la parole de manière catastrophique parce qu'ils y connaissent rien. Ou il y a Ben PLG qui fait les TikTok de Bardella par exemple. Non mais qui est une vraie question, parce qu'en fait
parfois, comment dire ça, un artiste, quand il commence à parler d'un point de vue politique, il n'est pas en train de faire de l'art. Il n'est plus en train de parler, dans le sens quand il parle devant un micro, dans une entrevue ou tout ça. Donc là, ce qu'on attend de lui, c'est plus quelque chose d'artistique. Et qui est une vraie question qu'il faudrait se poser, je pense. Oui, on attend des artistes... Qui ne soient pas des artistes. Qui ne soient pas des artistes, qu'ils aient une conscience politique, qui soient plus renseignés que nous, parce que nous on en dit pas mal des conneries à un niveau politique tous les jours, mais eux ils n'auront pas le droit de le faire quand ils parlent publiquement, ce qui peut se comprendre. Bah oui, quand tu sais pas de quoi tu parles, parle-en pas. Mais en même temps on veut qu'ils parlent, et puis après quand ils parlent et qu'on n'est pas d'accord, on est déçu. Oui, c'est ça, donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue, j'ai l'impression, les attentes qu'on a, et je trouve que c'est un peu difficile de clarifier dans nos têtes ce qu'on attend des artistes. Mais c'était une réflexion que j'avais eue, je t'en parlais l'autre jour, c'est par rapport au film, c'est j'ai l'impression que la célébrité, c'est comme un commun, au sens communiste, c'est-à-dire c'est un truc qui nous appartient à tous, et que la célébrité, c'est un privilège qu'on donne à quelqu'un en tant que société. C'est en tant que société, collectivement... On a choisi de t'élever. On a choisi de t'élever à ce rang d'artiste, et donc tu as une responsabilité envers nous en tant que société. Mais ce qui n'est pas un pacte clair, hein, ce qui est totalement pas dit. Après, c'est un peu dit des fois en disant « Ah, c'est nous qui t'avons mis là ». Mais ouais, mais si le mec il faisait pas de la bonne musique, tu l'aurais pas mis là non plus. Mais donc, ce qui est un peu étrange et ce qui pourrait être à réfléchir, je pense, c'est cette notion de commun. Comment est-ce que c'est vraiment un commun ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que marche la célébrité ? Parce que, spoiler, c'est faux. Je veux dire, les célébrités, elles font partie d'une structure qui les ont mis là aussi. Je veux dire, il y a plein d'enjeux économiques derrière qui nous dépassent totalement en tant que public. Et souvent, on nous fait écouter ce qu'on nous donne le choix d'écouter. Je veux dire, on peut pas écouter tout ce qu'on veut non plus. Et puis, il y a des niveaux globaux non plus. Je veux dire, Spotify, il y a bien un algorithme qui met de l'avant certains trucs et pas d'autres. Donc, cette idée de commun, elle est un peu étrange. Et pourquoi on le retirerait ? Pour quelles raisons ? C'est des questions qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, notamment dans le cas du féminisme. Est-ce qu'un artiste accusé d'agression, peu importe sur le niveau du spectre de la violence misogyne, il le fait. Qu'est-ce qu'on en fait de cette personne-là ? Est-ce qu'il a été condamné ? Est-ce qu'il n'a pas été condamné ? Etc. Donc, c'est des questions qui n'ont pas de réponse encore, j'ai l'impression, mais parce qu'elles sont extrêmement difficiles à négocier finalement. Est-ce que ça fait partie, comme en justice transformatrice, on fait la différence entre punition et conséquence ? Est-ce que ne plus écouter un artiste, en tout cas appeler au boycott, ça fait partie de la conséquence, ça fait partie de la punition ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est injuste ? Voilà, c'est pas simple. Oui, vraiment. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus polarisé parce qu'il y a, en tout cas, notamment en France, extrêmement peu d'artistes qui ont parlé en soutien à la Palestine. Il y a Blanche Gardin et elle a eu des conséquences assez désastreuses. Il y a PNL. Il y a PNL, mais qui font plus de musique. Alors, ça a moins de conséquences. Ils sont revenus pour faire Gaza. C'est vrai. Mais voilà, où je trouve que c'est des questions qui aujourd'hui se posent urgemment et avec lesquelles on a peu d'éléments de réponse parce que c'est justement très complexe, très compliqué. Peut-être que c'est même pas systématique, quoi. C'est au cas par cas et en même temps. Enfin bref, voilà. C'était un peu... Je me posais toutes ces questions en voyant le film, en me disant, mais qu'est-ce qu'on attend d'un ou d'une artiste, finalement ? Ouais, et regarde, là, je suis pas un gros fan de Vald, mais j'ai vu que dans son dernier album, il y a une chanson où il parle de la Palestine. En tout cas, il y a une phrase sur la Palestine. Donc, ça rentre aussi, même si dans le rap, ça fait longtemps qu'on parle de la Palestine. Je veux dire, il y a beaucoup de morceaux, même avant le 7 octobre, qui parlaient de ça. PNL, exemplairement, on se défend comme en Palestine. Je me rappelle plus dans quelle chanson c'est, mais c'est chez PNL en tout cas. Donc oui, voilà, on va pas apporter de réponse là tout de suite maintenant. Non, on soulève les questions. On encourage tout le monde à réfléchir, en vrai. C'est des questions importantes. Ouais. Mais comme on l'avait fait avec Agnès Varda, en fait, dans l'épisode sur Agnès Varda, qu'est-ce qu'on fait d'Agnès Varda ? C'est aussi une question qui rentre là-dedans, en fait. Absolument. Voilà, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce film ? Je crois pas. Bah super, on peut passer à la reco. Oui. Tu veux commencer ? Vas-y. Moi j'ai plusieurs petites recos. J'en ai pas une grosse. Mais j'ai parlé de BNPLG, mais le dernier album de BNPLG, il est vraiment super. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Ouais, je confirme qu'il est super. Voilà, je sais pas quoi dire sur le rap, donc je vais juste dire que l'album est bien. C'est bien, ça rappe bien. Ah, ça rappe bien. Hein. Non, mais les textes sont vraiment bons. Ouais, c'est tout. Les textes sont bons. Le TikTok de Bardella, c'est une super chanson. Et voilà.
Que dire de plus? Rien. Qu'est-ce que je pourrais... qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ah oui, mais il y a Tardes de Soledad, dont on a déjà parlé dans ce podcast, dans notre top de l'année. Donc si vous voulez nous entendre parler de Tardes de Soledad, vous pouvez le faire dans le top. Et qui sort en ce moment en France, à ce que j'ai compris. Et qui est un excellent film, qui est un très On très a très même bon qualifié film. comme un des meilleurs films de l'année 2024. Bah, Je pense qu'il exactement. était premier dans notre top Mhm, documentaire. mhm. Mhm. Exact, je crois que c'était ça la place, ouais. Donc, C'était ça la place. un super film, allez, absolument. Bon, trigger warning quand même, c'est extrêmement violent comme film, surtout si vous êtes très sensible de la violence animale. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de meurtres d'animaux dans ce film, en gros plan. Donc, si C'est un film qui parle de la corrida. Oui, exactement. Donc, si vous savez que ça vous est insoutenable, bah, vous allez vraiment pas passer un bon moment. Déjà, n'importe qui ne passe pas un bon moment devant ce film. C'est pas mais le but du film non c'est plus. pas le but du film, mais là, si vous savez que ce genre de scène vraiment vous met très très mal à l'aise, peut-être pas y aller, en tout cas pas y aller au cinéma. Et il y a aussi Miséricorde qui sort en DVD. Il faut aller voir, il faut regarder Miséricorde. Qui était aussi dans notre top de films Oui. et de films tout genres confondus. Toujours confondu. Et me voilà, je vais m'arrêter là. Ah bah c'est bien, c'est des bonnes recos. C'est des bonnes Je recos. valide. Moi, je voudrais recommander un livre qui s'appelle L'hospitalité aux démons de Constantin Alexandrakis, qui est sorti aux éditions Verticales, qui est préfacé d'ailleurs par Neige Sino, donc l'autrice de Triste Tigre. Bah, trigger warning aussi parce que c'est un livre qui parle d'abus, vu que l'auteur a vécu des abus quand il était enfant, et en fait qui est un livre qui prend place plus tard que les abus, c'est-à-dire quand il est père, et où il relate beaucoup la terreur qu'il a de reproduire les abus qu'il a vécus sur son enfant, et à quel point il est habité par tous ces traumatismes qui pourraient venir ressurgir dans son comportement en tant que père. Et je trouve que déjà, littérairement, c'est incroyable. Il y a vraiment... le style est très précis, très beau. Il ne s'appelle pas père, mais il s'appelle la dark tentative pour être un bon parent, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, et il y a différents fragments d'écriture assez intéressants. Et je trouve aussi que c'est une parole qu'on n'a pas du tout entendue, que Nechtino aborde un petit peu cette peur de reproduire, mais qu'il a... est presque, on va dire, encore plus forte parce qu'il a été socialisé en tant qu'homme, et donc qu'il a une forme de compréhension de ce que c'est d'être dans une position de domination. Enfin bref, moi je trouve que c'est un livre, c'est un peu cliché à dire, mais c'est très important comme livre, et ouais, voilà, lisez-le, je trouve que c'est nécessaire. Et lisez Triste Tigre aussi. Et lisez Triste Tigre aussi, absolument, qui est vraiment aussi un livre hyper important, et qui me faisait même dire, je sais pas comment on peut écrire d'autres choses, d'ailleurs Constantin Alexandrakis l'a prouvé, mais d'autres choses sur les abus après Triste Tigre, puisque Nechtino a tout dit, ce qui est un peu une jolie formule radicale, mais c'est pour dire c'est vraiment un bon livre, allez le lire. Oui, voilà. Donc on se voit au prochain épisode. On s'écoute au prochain épisode. On s'écoute. Nous, on se verra, mais les gens ne nous verront pas. Et c'est la magie du podcast. Voilà, on vous conseille d'écouter, si vous voulez, pour le prochain épisode, de Thin Blue Line de Errol Morris, qui va être notre prochain épisode critique, normalement. Oui, entre deux, il y aura une entrevue, quoi. Entre deux, il y aura une entrevue, mais ça, il n'y a pas besoin d'écouter quelque chose pour ça. Non, c'est vrai. À part vous-même, en vous disant, va écouter le podcast. Exactement. Oui, partagez-nous sur les réseaux sociaux. On le fait pas à chaque fois, mais ça nous aide beaucoup. C'est ce qui nous aide le plus. Partagez la bonne parole. Mettez-le dans vos blablacar. Je sais pas. Et youpi. Youpi. Voilà. Allez, salut. Je suis un Marbella. Y'a moins de niquer chez moi que dans les TikTok de Bardella.